Parce que vivre sans lire, c'est être un soleil sans rayon. C'est être un mort-vivant ambulant. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que l'esprit de solidarité au sein de l'AOS ou qu'un salut nazi sur Elon Musk. Bienvenue dans la librairie africaine, votre émission, votre rendez-vous, mais qui, bien plus qu'une émission, vous porte vers un devenir. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que renferme ce concept de librairie africaine, ouvrez bien vos oreilles. Il s'agit de vous sortir d'un coma. Il s'agit de vous extraire des griffes de l'ignorance. Il s'agit de réveiller en vous ce goût de l'excellence, ce goût de l'élévation par la lecture, qui est le support, qui est le moteur du divin qui est en chacun d'entre nous. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. D'Imhotep jusqu'à Cheikh Anta Diop, de Narmer jusqu'à Frantz Fanon. Et la liste est longue. Le même mot d'ordre est en voie, est en route, et vous devez en prendre possession. Lire ou mourir. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que tout le monde a à l'esprit, de tout âge, toute génération confondue, bien qu'elle soit abordée sous différents angles. Et pour l'aborder, j'ai la chance d'être très bien entouré de deux princes de la lecture, deux spécialistes de la question, pour avoir les deux pieds dedans. Ils ont la tête dans les idées, mais les deux pieds dans le concret. Notamment l'auteur d'un ouvrage, dont je vais vous présenter tout à l'heure la teneur, le frère Ahmed Bouzaïd. Yes. Sois le bienvenu. Merci. Je t'en prie. Et le frère qu'on ne présente plus et que je prends toujours plaisir à présenter, le frère Mbeko. Merci Herman. Alors, comme toujours, il est nécessaire de planter le décor, histoire que chacun sache où nous mettons les pieds et surtout où nous conduit cette conversation qui s'annonce riche. Être ou ne pas être? Cette question, portée par une pièce de théâtre célèbre de Shakespeare, haranguée par un certain Hamlet, est au cœur des civilisations. La question de l'identité. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle restructure même certaines sociétés. D'aucuns en appellent à la déconstruction d'un certain être. Pour autant, quand on regarde mieux que cela et qu'on s'attarde sur la réalité du développement de l'humain, on s'aperçoit que cette question est limite superficielle, qu'elle cache une question de fond. Être ou devoir être. Le sens du devoir qui sert de boussole, qui pour certains sert de frein. Et c'est autour de cette notion de devoir que nous allons nous interroger, et tout particulièrement sur un terrain qui préoccupe tout adulte qui se respecte. La question de l'argent. L'argent, faire de l'argent. Est-ce un devoir? Est-ce un chemin qui mène vers un paradis? Ou alors, est-ce un vice, un chemin qui mène vers l'enfer? Qui mieux que notre invité du jour pour aborder, pour traiter comme il se doit cette problématique, étant donné qu'il vient de sortir un ouvrage, et non des moindres, aussi beau qu'enrichissant, Je dois faire du cash. Boy. Alors, frère Ahmed, avant de rentrer dans le contenu de cet ouvrage, quelle a été l'étincelle? Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a un jour poussé à sortir de ton activité pour rentrer dans la rédaction de ce livre, qui est une œuvre d'art, hein, faut-il le préciser? Très bonne question. En réalité, moi, j'ai toujours eu un rapport très charnel aux mots et à l'écriture. Et d'ailleurs, le respect, peut-être même la sacralisation de l'objet livre, fait que finalement, j'ai mis beaucoup de temps à écrire quelque chose de personnel. Parce qu'il y a un sujet de respect, il y a un sujet du poids des mots. Et écrire, c'est laisser une trace, et c'était pas simple de se dire, moi, j'ai l'orgueil que ma voix retentisse, de l'inscrire, de la figer. Parce qu'on dit que les écrits restent. Peut-être que c'est un âge de maturité
où je me dis, peut-être que ma trajectoire fait que j'ai capitalisé des connaissances, j'ai développé des expertises, j'ai multiplié des rencontres. Et aujourd'hui, ça peut être du sens de retracer une filiation entre un passé et surtout regarder vers l'avenir. L'enjeu de filiation, c'est aussi la responsabilité, le devoir, le dire qu'on a des petits frères, des petites sœurs. Et je me suis interrogé au regard de ma trajectoire et de la place que j'occupe, est-ce qu'il n'y avait pas des éléments de connaissance que je pouvais partager qui allaient permettre de faire gagner du temps. Parfois, finalement, ceux qui n'ont pas vécu les choses les comprennent mieux que ceux qui les ont vécues eux-mêmes. Et je me suis dit qu'il était important de laisser cette trace. Et ton rapport charnel au mot, il est venu à quel moment dans ta vie, avant qu'il se manifeste de façon concrète par un ouvrage? Alors, mon rapport charnel au mot, il est arrivé de manière claire, concrète et incarnée avec le hip-hop. Et précisément le rap français. Comme tu l'évoques. C'est ça, exactement. Parce que le rap français, pour moi, ça a été l'occasion de soigner une sorte de blessure narcissique, d'entendre des rappeurs, souvent des hommes à l'époque, qui étaient flamboyants, qui crachaient du feu. Le hip-hop, c'est l'histoire de la conquête des espaces d'expression. En gros, quand là, on va retrouver des graffeurs, on n'est pas dans les musées, la rue sera notre musée. Et les rappeurs, ils se saisissaient d'un micro et ils portaient un discours élaboré, avec élégance, le sens de la formule. Aujourd'hui, on parle de punchline. Pour moi, la punchline, elle vient du rap. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Et ce qui a été puissant et fort et important pour moi, c'est de voir ces rappeurs qui, en fait, un moment, je me dis, on peut être beau. On peut être beau. C'est-à-dire manier le verbe. Et j'avais finalement pris conscience de la puissance du verbe dans la capacité à agir et transformer le réel. C'est-à-dire produire des mots, produire du sens, c'est agir. Et la première fois que j'ai compris ça, c'est avec le rap. Et qui en particulier? Si tu dois citer 2-3 rappeurs. Déjà, je vais forcément parler du Time Bomb et je vais parler d'un monsieur qui est un frère. Hein. D'ailleurs, j'ai parlé de Hill des X-Men, avec qui j'ai passé des années, que j'ai côtoyé. Mais je vais parler aussi de toute cette grande époque où tu avais aussi bien la mafia qu'un free, je vais parler de Diabuse. En fait, il y avait une époque, je pense dans les années 90, où finalement il y avait plusieurs écoles de rap et toutes excellaient parce qu'il y avait un goût de l'excellence, un goût du verbe. Et ces écoles se dessinaient chacune avec un style particulier et la volonté de dire, en tout cas de se faire entendre. Et j'ai eu la chance de tomber un peu comme Obélix oui. dans la marmite. Et moi, j'ai baigné dedans, quoi. Donc, quand tu dois écouter le rap d'aujourd'hui, tes oreilles saignent ou alors tu te dis que c'est l'évolution? Je me dis c'est le sens de l'histoire. Je me dis que chaque époque a le mérite et a besoin d'exister. Et en réalité... Et ce souci de l'excellence linguistique, tu le retrouves encore aujourd'hui dans ce qu'on pourrait qualifier de ça nouveau peut rap? arriver. Okay. Ça peut arriver. Après, je ne le regarde pas de manière c'était mieux avant, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas l'expertise aujourd'hui que j'avais avant et je suis certain que dans l'underground, il doit se passer des choses. Okay. Après, aujourd'hui, et d'ailleurs c'est en lien avec cette histoire-là, il y a toute une marchandisation et donc un formatage de finalement ce qui va être, je dirais, mainstream, vendable, ce qui a vocation à... Voilà ça, il faut être vendable. Comestible. Tout à fait. Et je reviens à un terme très central, à mon sens, que tu as évoqué, je t'ai laissé poursuivre, sur la blessure narcissique. Bien sûr. Est-ce que c'était une blessure narcissique raciale, sociale, un mélange des deux? Les trois, mon capitaine. Non, concrètement, moi je suis né, je suis un arabe, noir, pauvre, musulman, né dans les quartiers de France. Et du coup, il y a eu tout un cheminement pour finalement parcourir mon petit bonhomme de chemin et finalement parvenir à ce que j'appelle, ce que je raconte dans cette histoire-là, c'est une invitation à une sorte d'identité apaisée. Et ça veut dire, en fait, c'est vraiment s'interroger sur notre place,
la part notre contribution dans la société, notre légitimité. Interroger aussi, parce que tout ça, ça se joue dans l'interaction, l'identité. Et donc le regard qu'on porte sur nous, mais aussi la capacité à s'émanciper du regard qui nous produit. Et donc trouver en soi et ailleurs les ressources pour, je dirais, s'auto-déterminer, s'auto-définir. C'est un vrai combat quand on est en France, compte tenu du projet assimilationniste qui ne reconnaît pas les particularités, mais qui, dans le réel, dans certaines confrontations, discriminations, insultes racistes, eh bien, nous projette en pleine face cette particularité de façon négative. Donc toi, tu as été confronté dans ton quotidien. Est-ce que tu as un fait marquant parce que tu parlais d'identité apaisée, ça signifie que préalablement c'était plutôt d'identité belliqueuse, qui a failli te faire basculer dans un rejet de cet idéal républicain dans lequel tu t'inscris, qui est tout à ton honneur, qui est celui de l'émancipation, de l'élévation, de la résilience et du rassemblement. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as failli basculer ? En réalité, l'histoire d'un parcours, c'est l'histoire d'une construction. Et effectivement, je pourrais en citer plein. Et je suis partagé entre le blackout, c'est peut-être un déni, je leur t'oublie. Et je vais dire une chose. Allez, très longtemps, dans mon adolescence, j'ai grandi en pensant, sans croire au mythe de l'intégration, parce que ce que la société me renvoyait n'était pas... je le vivais comme quelque chose d'impossible en réalité. Un chèque en bois, quoi. Ouais, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose. Tu sais, moi, la première fois que je me suis senti français, il a fallu que j'aille au Canada. Je devais avoir une petite vingtaine d'années, peut-être entre 19 et 22, 23. J'ai une notion du temps assez relative, on va voir. Et au Canada, on m'a dit, t'es français. Okay. Et donc, il a fallu que je me confronte à l'ailleurs pour me rendre compte. Et en fait, je ne l'avais jamais conscientisé comme ça. Donc ça, je pense, c'est assez intéressant. Et juste pour prolonger, est-ce qu'auparavant, avant ce séjour au Canada, tu avais déjà séjourné entre guillemets au bled, c'est-à-dire en Afrique. Bien sûr. Et là-bas, tu n'avais pas ressenti entre guillemets, ce regard extérieur en te disant tu n'es pas d'ici, tu es plutôt de là-bas ? Oui et non. Okay. Oui et non. Oui, parce que c'est un réflexe naturel et notre identité, de toute façon, c'est le produit d'une interaction. Et donc, au départ, il y a peut-être pour certains ou certaines un a priori. On dit on est des migrés, c'est comme ça qu'on dit, des migrés, tu vois. Mais en réalité, moi je viens du sud de l'Algérie, tu vois, la porte du désert s'appelle Biskra, et je viens encore de plus au sud. Et je viens d'une famille assez traditionnaliste où, si tu veux, en fait, on est assez sobre. Dans l'habillement, dans la manière de s'intégrer, on mange dans le même plat, on est assis par terre et il n'y a pas de chichi, quoi. Et donc si tu veux, on n'avait pas des marqueurs qui nous distinguaient. Et d'ailleurs, nos parents et mon père, paix à son âme, en fait, ils ont toujours été salués par nos entourages parce qu'ils nous ont inculqué, en tout cas, ce mode de vie et cette capacité à être sobre et finalement, je ne sais pas si je peux parler d'humilité, mais en tout cas, on n'était pas si différents des autres avec les autres. Ok, donc c'est plutôt au Canada, en revanche, où là, ta différence et ta francité. C'est ça. Alors, on te l'a fait savoir de façon insultante, mais non, très positive. Très okay. positive. En fait, si tu veux, j'ai eu la chance d'être repéré par un programme canadien qui, en fait, dans les quartiers, on identifiait un peu des acteurs, des activistes pour participer à une sorte d'université d'été qui était très intéressante dans mon parcours parce que c'était l'occasion de prendre conscience de soi dans une réelle forme d'universalisme, parce qu'on était confronté à d'autres luttes, à d'autres réflexions, à d'autres visions du monde. Et le lien, c'était que chacun et chacune, donc c'est des gens qui venaient de partout, du monde entier, ils étaient confrontés à l'idée de l'organisation de leur communauté, dans le sens de comment dans un territoire, une communauté de destin peut défendre ses droits, s'affirmer et agir et bâtir. Et donc j'ai participé à ce type d'université d'été.
Et pour eux, en fait, c'était logique. Ah, tu viens de France, t'es français. Tu D'accord. viens de France, t'es français. Et sauf que cette conscientisation n'est jamais montée à la surface. surface. Parce que moi, j'avais intégré le fait que dans l'altérité, dans la rencontre avec le monde en France, là où j'habitais, on me renvoyait toujours à ma part étrangère. Hey Ahmed, Voilà. ouais, Ahmed, Tu vois. et pas le français. Mais je te remercie. Et justement, à travers ce rapport à l'identité, auquel s'ajoute, par le biais de ton parcours, qui est entre autres rythmé par une pratique sportive assez intense, tu cultives le sens de l'effort, donc le devoir-être, c'est quelque chose qui t'est cher. Ça arrivait en fait, c'était une manière, et d'ailleurs paix à son âme, Rida, mon ami et frère qui m'a, un Tunisien noir, qui vient, c'est important parce que les marqueurs sont importants, je pense qu'on va en parler beaucoup. Il vient de Tataouine, donc la petite histoire, la Tataouine c'est Tatooine dans Star Wars, que c'est là-bas que Star Wars a été fait. Si je le charriais, c'est à son ami, vraiment que Dieu lui fasse miséricorde. Et c'est lui qui m'a extrait de la rue. D'accord. Et il a vu comme que la boxe pouvait contribuer à éviter cette aspiration dont peu résistent à ça en fait, tu vois. Et donc ça... Tu avais quel âge? Peut-être aux alentours de 15 ans, 15-16 ans, je tombe à la boxe. Et il avait raison, parce que la boxe, c'est l'école de la vie. Et pour aller dans ton sens, tu sais, beaucoup arrivent, comme tous les ans, arrivent à la boxe, à la salle, mais le premier trimestre, c'est un peu un écrémage, mais qui se fait par la sueur et le sang. Et en réalité, si tu refuses la voie pénible, tu ne vas pas continuer. Et la boxe, elle t'apprend que, en réalité, il y a beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et en réalité, tu dois continuer et te maintenir. Et c'est là, tu développes une camaraderie qui est presque... Une camaraderie, presque tu développes des relations avec des frères d'armes. Parce que vous allez vous casser la gueule. Et moi, je me rappelle, quand j'allais à la boxe, j'avais peur parce que je savais qu'on allait mettre les gants. Et je sais, quand on met les gants, on ne fait pas semblant de mettre les gants. Mais ça développe quelque chose. Ça forge. Ça forge. Et le fait d'embrasser la boxe avec son degré d'exigence, avec cette notion de prise en main de son propre destin par ses propres efforts, est-ce que ça t'a rapidement rendu allergique au discours de gauche qui vise au contraire à infantiliser les enfants issus de l'immigration sous l'angle du misérabilisme paternaliste et qui peut donner, qui t'a peut-être incité à écrire, je lis un passage, Bien sûr. à la différence de la militance associative qui confie à d'autres son salut, la dynamique entrepreneuriale féconde les volontés d'établir des espaces d'expression propres au quartier. La meilleure façon de se positionner au cœur du cercle est parfois de le dessiner soi-même et de prendre place en son centre. Il y a un souffle de hip-hop là-dedans. Dans cette impatience à ne plus attendre que les autres agissent pour nous et dans cette initiative de créer the place to be, ce n'est pas une opposition à l'existant, mais une complémentarité qui émerge en réponse aux aspirations à l'autonomie. Donc on est très très loin du discours victimaire dans lequel on plonge les nôtres. Donc, est-ce que c'est lié en partie, toi, ta sensibilité, que d'aucuns pourraient qualifier de droite, à ce rapport à la boxe? En réalité, la boxe, allez, je vais citer les X-Men, ça m'a permis de développer quelques kilos de muscles en cas d'attaque. D'accord. Parce que quand tu grandis dans les quartiers, tu sais qu'il y a tout, c'est plus des jeux et le spectacle dans les relations. Et donc, il y avait cette dimension qui était importante pour traverser les... Il fallait être prêt à tout moment. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment ça qui était important. Ce que tu cites là, pour moi, c'est des éléments... Peut-être, dans la boxe, j'ai développé une énergie, une combativité. Ouais. Et le hip-hop, moi, si tu veux, j'organisais des concerts. Et donc, on ouvre un squat, on organise des concerts. Et donc, ça veut dire on apprend très tôt à... On ne savait pas qu'on était des entrepreneurs, mais il y avait la volonté de conquérir et de créer d'aménager nos propres espaces d'expression. Parce qu'en réalité, j'étais assez loin des associations à cette époque-là qui étaient missionnées pour nous divertir. Okay.
Et donc c'est vrai que dans les quartiers à ce moment-là, on faisait des couscous géants. Tu vois ce que je veux dire? On était dans l'occupationnel. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'en réalité, ces associations-là, elles étaient dans l'occupation des plus jeunes. Oui. C'est-à-dire jusqu'au moment où on était plus domesticable, Ouais. on sortait du spectre. Et ça veut dire, dès lors qu'on aspirait à l'autonomie, et si tu veux, ça devenait compliqué parce que aussi, nous, on n'avait pas toujours les outils pour l'affirmer, ou ce que je veux dire. Et je pense que le rap, il m'a donné ça, ça veut dire le verbe. Oui. Parce que la rue, c'est ça aussi. Tu sais, en ayant grandi dans les quartiers, longtemps, j'ai une vision assez angélique des quartiers et peut-être une forme de déni par rapport à tout un tas de choses qui ne sont pas acceptables en réalité. Par rapport à la justice, l'éthique et tout un tas de choses, mais que tu peux très vite, dans un discours victimaire ou dans un discours qui consiste à dire on est les perdants et donc on a tous les droits, fermer les yeux sur des choses qui sont, comme je dis, qui ne sont pas acceptables. Et le fait d'être mobile, et le verbe, il a contribué à développer cette mobilité, la boxe, le rap et les squats fait que j'ai rencontré des squatteurs et plutôt des gauchistes en fait finalement. Et du coup, c'est eux les premiers qui m'ont fait ma culture politique aussi en réalité. Et mais du coup, ça m'a donné d'autres points de repère, d'autres perspectives par rapport à une vision du monde qui était finalement assez enfermante. Et pourquoi je te pose cette question, après je cède la parole à Mbeko, c'est pour revenir à ton premier chapitre qui, je le trouve assez extraordinaire en termes de prise, où tu rétablis l'honneur de nos parents, non pas en idéalisant, mais plutôt en mettant un angle inhabituel dans la narrative à la française de la migration. Là où, en France, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, à Noël, il montre des migrants, en l'occurrence éboueurs, en expliquant aux Français que, regardez, ils travaillent pour nous, mais ce sont des pauvres miséreux qui, heureusement que la France est là pour leur donner quelques miettes. Toi, tu dis non, c'est pas tout à fait le même schéma. Non, le schéma, c'est que nos parents se sont sacrifiés, ce sont des entrepreneurs, psychologiquement parlant. Bien sûr. Ils ont pris leur destin en main, sans se plaindre. Ils ont fait le saut vers l'inconnu, le saut abrahamique même, on pourrait dire, avec la foi chevillée au corps. Et ils ont accepté de subir au quotidien des humiliations pour nous permettre à nous de nous propulser dans un cadre beaucoup plus propice. Donc rien que ça, déjà, c'est assez extraordinaire comme renversement narratif. Merci beaucoup de dire ça, parce que c'est la volonté derrière. C'est de raconter autrement l'histoire. Moi, je n'ai pas de vérité, je ne suis pas un historien, mais par contre, je raconte. Et pour moi, il était essentiel de... Tu sais, quand tu commences un bouquin, la première question, c'est quel est le point de départ ? Et si tu veux, j'ai un parcours d'entrepreneur et ensuite, de par mes fonctions, de par mon métier, j'accompagne les entrepreneurs. Et il y a quelque chose tout le temps qui revient, c'est qu'en fait, la question, c'est de dire que les entrepreneurs des quartiers n'ont pas de rôle modèle. Ouais. Et en commençant par les parents, je voulais dire, mais non, attends, nos rôles modèles sont nos parents. Parce qu'en réalité, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et qu'est-ce que serait l'arbre sans ses racines ? Et donc pour moi, c'est pour ça que je parlais de filiation au départ, parce que pour moi, il est essentiel de rappeler dans quelle mesure nos parents ont fait ce travail qui est finalement une transmission, mais qui aujourd'hui est ignorée. Et pour moi, on ne sera pas fort de cette connaissance si on ne la conscientise pas. Et donc, pour moi, il était important de raconter ça, rappeler, oui, mais en fait, dans le geste de migration, il y a tout de l'entrepreneuriat. On va derrière le mur de la peur, on fait preuve d'audace, on porte un projet et donc on se montre responsable. On est dans l'anticipation, gouverner c'est prévoir. Et toute cette pression sociale, elle existe aussi bien ici où il y a l'injonction à s'intégrer et l'injonction au pays, comme on disait tout à l'heure, où en gros il y a l'injonction à la réussite. Et donc j'essaie d'expliciter tout ça et aussi interroger quel est le background entrepreneurial que nos parents nous ont transmis. Parce que c'est intéressant de comprendre comment les migrations anglo-saxonnes ou françaises, ou en fonction de d'où elles viennent,
comment elles portent ça et comment elles le transmettent, d'une part, mais aussi comment, si on ne soigne pas cette mémoire, parce qu'en fait, c'est un outil thérapeutique, si on ne soigne pas cette mémoire, à mon sens, on limitera toujours nos perspectives. Et ça revient à la blessure narcissique que tu évoquais tout à l'heure. Oui, voilà, tout à fait. Meko, tu as une question à lui soumettre dans ton approche et dans ta découverte de cet ouvrage? Déjà, je voulais le remercier. Remercier d'avoir écrit ce livre. Parce que moi, ce livre, je l'ai reçu il y a 2-3 semaines quand tu me l'avais passé. Et je l'ai ramené au bureau, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à le feuilleter. Et moi, tout de suite, je suis rentré dedans et j'ai trouvé ça très pertinent. Parce que comme tu l'as très bien dit, il y a un fait. Là, on parlait en l'occurrence du regroupement familial, Valéry Giscard d'Estaing. Et il y a une lecture classique qu'on entend dans les médias mainstream, qu'on entend un peu partout dans la société. Et il y a la lecture d'Ahmed. Une lecture qui nous redonne de la dignité. Une lecture qui nous redonne un rôle positif. Et qui nous donne un côté où on maîtrise les choses. C'est-à-dire nos parents, ils ont pris leurs affaires, ils ont quitté leur terre natale, ils ont quitté un espace qu'ils connaissaient avec leurs us, leurs coutumes. Ils sont venus pour quelque chose de meilleur pour leurs enfants et ils sont venus pour donner un son de cloche, une partition, jouer une partition qui correspond à leurs valeurs et leurs principes. Et quand on a des débats sur est-ce que l'immigration c'est une chance, pas une chance, la France serait rien sans l'immigration. Moi, j'ai toujours dit, la France n'est rien sans l'Afrique, la France n'est rien sans l'esclavage, la France n'est rien sans la colonisation, et la France n'est rien sans les immigrés. Parce que quand tu regardes l'immigration, c'est des femmes et des hommes, mais beaucoup d'hommes qui meurent pour la France en 14-18 et en 1935, en 1945. Et on a des femmes et des hommes qui ont sacrifié leur vie pour la France, qui pour certains n'ont pas été décorés, qui pour certains n'ont pas été rémunérés à la hauteur de leurs attentes. Et quand ils ont eu l'outrecuidance de demander une solde qui était convenue et qui était promis, on les a fusillés. Donc on ne peut pas, nous, baisser la tête par rapport à notre histoire, par rapport à nos aïeux, par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté, parce qu'on est pleinement français en fait. Parce que c'est l'histoire qui a voulu que les choses se déroulent ainsi. Et de temps en temps, je vois des femmes et des hommes qui veulent nous diaboliser, qui veulent nous culpabiliser, qui veulent nous caricaturer en prenant un fait divers, parce que ça arrive, avec un noir, avec un arabe. Et de ce fait divers, on remet en cause le système, on remet en cause l'histoire de France. Notre légitimité à être là. Notre présence à être ici. Et moi, je dis souvent, les gars, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le militaire, que ce soit dans les matières premières, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la médecine, il n'y a pas de France sans immigration. La France, c'est dans tous ces compartiments, l'immigration est là. Donc acceptez-le, venez, on vit ensemble de manière respectueuse, de manière intelligente, de manière bienveillante, de façon à ce que notre passage sur Terre, aussi court soit-il, soit harmonieux. Et je trouve que ce livre, il vient nous réparer comme ça. Il vient nous donner des clés de compréhension, des clés d'outils. Et moi, je suis très heureux. Et déjà, qu'on commence par la forme, le support, quand on regarde la calligraphie, quand on regarde tu vois, comment c'est écrit, la couleur. Là, on est sur un bleu Touareg. On est sur quelque chose de très très rare, d'esthétique. On regarde aussi à l'intérieur. On a quelque chose de très très beau. On a du c'est un bleu, bijou. Hein. Du bleu sur du blanc. Rien qu'en termes d'objet, c'est un vrai bijou. Et tout ça en indépendant. Ouais. Tout ça en indépendant. On n'est pas sur une grande maison d'édition. Ça, c'est Ahmed qui l'a fait tout seul, avec des personnes qui l'ont aidé. Mais ça vient de son cerveau. Et ça, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire que en indépendant, on est capable de faire de belles choses. On est capable de produire de la réflexion et aussi de produire du beau. Et ça, c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et je tenais déjà à commencer ma prise de parole sur cet aspect-là. Pour entrer dans le fond du livre, moi, j'ai aimé ce livre. Mais ce que j'ai le plus aimé,
et on en a parlé avant de commencer l'émission, c'est le sens. Moi, j'ai une partie là, c'est justement la question qui se pose. C'est tout de suite. Faire de l'argent, oui, mais pourquoi faire? Voilà. Chapitre 9, l'autonomie en ligne de mire. Ma question préférée, qu'est-ce que je veux faire de tout cet oseille? Là, ici, de Booba, tu vois. Et pour moi, cette question, même si là, on reprend une mesure de COP et on la met en filigrane, mais au-delà de la mesure, c'est le sens. On fait cet argent pourquoi? Et là, tout de suite, on nous explique l'autonomie, la volonté de contrôler le récit, qui correspond à la volonté de puissance. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de créer de la valeur, créer de l'argent, et cette émission en est la preuve, pour que cet argent, après, il soit utilisé dans des projets qui ont du sens, qui nous redonnent de la place, qui nous redonnent de la dignité, qui nous redonnent du courage, qui nous redonnent de l'élan, et qui nous permettent de nous sentir mieux et de mieux vivre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce chapitre 9, il mettait vraiment les pieds dans le plat. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des nôtres courent aussi après l'argent, avec cette fameuse phrase « je dois faire du cash, je dois faire du cash ». Et quand tu l'interroges, on est sur des ambitions matérialistes. Bien sûr. On est sur des ambitions consuméristes. Et je me dis, déjà c'est contraire à nos valeurs de base, parce que dans nos traditions, on n'est pas sur quelque chose qui repose sur l'opulence, on n'est pas sur quelque chose qui repose sur le luxe. Ce n'est pas du tout ce qu'on a transmis. Tu parlais de tes origines, tu parlais du fait que vous partagiez un plat à plusieurs, que vous étiez dans une logique de sobriété, de partage et surtout de discrétion. Beaucoup des nôtres se sont perdus dans une volonté parfois même de revanche, dans une volonté même de frustration antérieure, transformée en richesse extérieure. Et ce livre, il vient nous questionner sur ça. Ok, tu vas faire de l'argent, mais cet argent, tu vas l'utiliser comment? Tu vas repartir dans une logique consumériste ou tu vas repartir dans une logique de redistribution, de projets qui vont donner un nouvel éclat, un nouvel horizon à des femmes et à des hommes qui en ont besoin. Et ce chapitre 9, sans le spoiler, il est là pour apporter des éléments de réponse. Parce qu'une fois que tu t'es dit « je dois faire de l'argent », que tu t'es imposé cette mission, que tu as fixé ton objectif, une fois que l'argent il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est l'articulation entre un impératif, je dois faire de l'argent, le devoir, je dois faire de l'argent, et en même temps, un autre impératif, le sens. Dans quelle direction on va? Et Ahmed répond parfaitement à cette question. Et avant de te demander la réponse à cette question, je vais revenir sur justement le basculement de l'argent comme fin et qui devient un moyen. Bien sûr. Donc l'argent comme fin, l'objectif, faire de l'argent. Fais-tu partie de ceux qui parviennent à voir dans le capitalisme des vertus, ou alors de ceux qui voient dans le capitalisme intrinsèquement le vice? En réalité, c'est que moi, je ne vois pas les choses de façon aussi binaire. Et la première question que je te poserais, c'est celle que ça me renvoie de quel capitalisme on parle, en fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parlerait d'une forme d'ultralibéralisme, d'hypercapitalisme, comme si c'était sa forme, je ne sais pas si on arrive à son apogée, mais... Capitalisme sauvage. Voilà, exactement. Donc on l'accompagne. Débridé même, ils disent. Et débridé. Tu vois, c'est pour ça que je dirais... Mais l'accumulation, pour moi, elle a du sens, elle existe dans toutes les sociétés. Elle existe dans toutes les sociétés. Et la vraie question, c'est comment il s'accompagne de mécanismes de redistribution, comment il s'accompagne de sens. Si c'est la seule finalité, si la seule finalité est la course aux richesses, bah finalement c'est avorté comme projet. Et du coup, c'est avorté comme projet, mais en même temps, c'est celui, pour paraphraser le poète Chamoiseau, c'est un peu l'idée qui nous est rabâchée. Du matin jusqu'au rêve, nous sommes abreuvés par des idées qui ne nous appartiennent pas. Et donc, tu vas voir qu'en réalité,
c'est pas étonnant que je dois faire du cash boy dans les quartiers. On décide et on est l'idée par cette punchline. Parce qu'en réalité, il suffit que tu allumes la télé, il suffit que tu sors dans la rue, il suffit... Partout, tu as les marqueurs de la réussite entendue comme celle qui est projetée par la société, le modèle qui est finalement imposé même malgré nous, bah, finalement on se l'est tous approprié. Si je dis ça, c'est que la première, c'est de quel capitalisme on parle. Si on parle de ce modèle qui transpire par tous les pores de la société, bah moi je m'en méfie et au contraire, je pense qu'il est destructeur. Mais si tu veux, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour le savoir, même si l'ENA c'est une affaire ancienne. Vous m'avez compris. Ce que j'essaie de dire, c'est que la réflexion de ce bouquin, c'est de dire, cette punchline, je l'ai trouvée vraiment juste dans la mesure où elle traduit bien ce fait social et cet état d'esprit, ce mindset des quartiers. Mais la réflexion dans le bouquin, c'est que je me rends compte, mais finalement, les quartiers, ce n'est que le miroir déformant ou le verre grossissant de la société. Et du coup, cet état d'esprit, cet ethos qu'on va retrouver dans les quartiers, bah finalement, on le retrouve partout. D'ailleurs, le basculement dans le bouquin, je raconte un entrepreneur qui essaye de me vendre le stylo, comme on le voit dans la scène célèbre du loup de Wall Street. Et là, je me rends compte que finalement, l'éthique je dois faire du cash boy, c'est l'éthique qui relie la Caïra de base dans les quartiers jusqu'au loup de Wall Street. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, cette réflexion, elle m'a conduit à interroger comment la question de la dynamique de prédation entrepreneuriale, elle va basculer, s'enrichir, évoluer, se transformer avec la question du sens. Mais pour aller dans ton sens, tu vois, quand tu fais un parallèle entre la Caïra de base et les mecs de Wall Street, c'est-à-dire la Caïra et le trader, les deux ont le même goût pour le luxe. Les deux vont aller acheter une paire de Prada, les deux vont avoir une paire de Rolex, une montre Rolex. S'ils peuvent avoir accès à un yacht, ils vont avoir accès à un yacht. Ils vont filmer leurs vacances, ils vont filmer leur sortie dans des hôtels, des palaces. Donc il y a une vraie proximité aujourd'hui en termes d'imagerie entre le mec de quartier qui va aller à Dubaï et qui va aller dans ces mêmes lieux où le trader va descendre et le trader qui aujourd'hui peut s'habiller même parfois en détente comme un mec de banlieue avec une petite paire de requins, une petite paire de Jordan. Quand tu vas parler avec lui, il va te dire « moi je travaille pour un tel groupe ». Le mec il fait 1,5 million à l'année, mais tu l'as vu, il s'est habillé comme un mec que tu peux croiser à Château-Rouge ou à Barbès. Tu vois, aujourd'hui il n'y a plus vraiment de différence en termes de goût, en termes d'aspiration, en termes de choix de femme entre la Caïra qui part d'en bas et le trader qui est tout en haut qui a réussi. On pourrait même faire un parallèle entre la Caïra qui part d'en bas et le footballeur pro qui a réussi, parce qu'on a des goûts très très similaires. Oui, tout à fait. Très intéressant. Je n'ai pas fait le parallèle jusque-là, mais en réalité, oui. Et donc, l'idée, c'est de comprendre le basculement. Et j'ai voulu le documenter et le renseigner de manière extrêmement incarnée. Donc, ce basculement, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers. Donc, on l'a dit, moi, je le démarre avec les parents. Ouais. Et ensuite, pour moi, il y a un acte fondateur dans les quartiers c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Dans les années 80. Exactement. Rebaptisé la marche des beurs, exactement. Et tout en filigrane, il y a toujours la question de nommer dans l'ouvrage que j'interroge. Et si tu veux, c'est intéressant parce qu'on est dans une démarche politique, une démarche collective de transformation individuelle et collective de sa situation. Mais comme tu l'as très bien dit, de cette dynamique collective, on va atterrir sur une dynamique individuelle, voire individualiste. Et c'est par exemple ce qu'on va noter aussi même dans le traitement du problème des quartiers. D'abord, il y a deux figures. D'abord, la figure de l'habitant des quartiers, avec si tu vois les politiques publiques, c'est l'émergence de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui va démolir, reconstruire, améliorer le cadre de vie, etc. Et les associations, parce que suite à, on va dire,
les désillusions de la marche pour l'égalité fait que, bon, c'est pas qu'il y a aussi du bon là-dedans, c'est que ça a fait émerger toute une constellation d'associations dans ces quartiers qui, d'ailleurs, contribuent à répondre à tout un tas de problématiques qui, sans elles, resteraient orphelins, tu vois, orphelines. Et donc, du coup, mais ce qui m'intéresse, c'est comment tu bascules de ça, cette dimension collective. Donc, j'ai dit, c'est la figure de l'habitant à une dimension plus individuelle, la figure de l'entrepreneur des quartiers. Et dans ce basculement, il y a le risque de, justement, l'approche essentiellement peut-être prédatrice, essentiellement individualiste. Ultralibéral, quoi. Voilà. Moi contre le reste du monde. Tout à fait. Exactement. Et ce que je raconte dans ce que tu as souligné, c'est montrer plusieurs choses. La première, c'est que les quartiers, et c'est aussi le fait de tous les territoires qui concentrent la misère, sont connus, sont identifiés. Ce qui est notable, c'est la solidarité. La solidarité par défaut. Mais aussi, cette solidarité, elle est aussi liée à des valeurs, je ne sais pas traditionnalistes ou traditionnelles, mais du moins qui sont, en tout cas, souvent la précarité, la promiscuité fait qu'on a besoin de se serrer les coudes. Bien sûr. Simplement. Et du coup, je montre comment les entrepreneurs, indépendamment de leur dimension entrepreneuriale, ils vont s'interroger sur leur impact. Presque, ils font de la RSE comme M. Jourdain fait de la prose. Ça veut dire la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, vont s'intéresser à la manière dont leur action va être bénéfique pour leur territoire. Mais ça, si je peux me permettre, c'est très intéressant et je te remercie d'avoir mis le doigt là-dessus, parce que moi-même, tu m'as éclairé. J'ai grandi aussi dans les quartiers. Ça fait longtemps quelques années quand même que je n'y suis plus. Mon regard a été figé dans les années 90 principalement, où j'étais dans le terre-terre. Et moi, j'ai gardé la vision ultralibérale, celle dont fait la promotion un Booba ou tous les autres rappeurs, selon laquelle moi, je vais briller, je vais être en Ferrari, je vais m'arrêter au feu rouge, vous allez laver mon pare-brise, quoi. Bien sûr. C'est cette idée qu'il y a une fatalité collective et que, bon, à la limite, on est dans le trou, je vais m'en sortir rien que moi, c'est déjà bien, parce que moi, je suis un génie, parce que moi, j'ai ce don-là, et vous, tant pis pour vous. Et toi, tu prends à contre-courant cette vision ultra-égoïste, ultra-individualiste, pour ne pas dire nihiliste, et tu lis, loin de l'idée d'un talent solitaire qui s'élèverait au-dessus du commun des mortels, la victoire de chaque entrepreneur est toujours une réussite collective. Donc tu tords le bras à cette idée, et même tu y ajoutes, alors tu vas prolonger, à toi de me dire, limite que la jalousie qui, aux yeux de certains, semble caractériser parfois la réussite de l'un, dans le regard de l'autre, jeter l'œil, machin. Apparemment, auprès des nouvelles générations, elle est moins présente. C'est plus l'envie, et la logique d'entraînement et de partage qui prime aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que tu dis sur Booba, je trouve qu'il y a deux lectures de Booba. Il y a la lecture dont tu parles, c'est-à-dire très individualiste. Je vais faire de l'argent, c'est moi le patron, je vais m'arrêter au feu rouge, vous allez me laver les vitres. Les MC vont venir me laver les vitres, je vais leur donner un pourboire, je vais partir. Ça, c'est une version qui existe, mais je pense que c'est une version qui fantasme. Parce que quand tu regardes en coulisses, Booba, c'est un producteur. Et il a produit beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qui sont devenus très très riches grâce à lui et qui peuvent nourrir leur famille. Et du coup, il y a un décalage entre l'image très très caricaturale qu'il peut avoir lui et la réalité en coulisses en tant que producteur avec ses différents labels, les gens qu'il a fait monter avec lui, les gens qu'il a fait monter vers le haut, à qui il a permis de gagner beaucoup d'argent, qui eux-mêmes ont créé des écosystèmes, ont créé des sociétés en faisant travailler leurs proches. Donc il y a l'image dépeinte dans les morceaux, la provocation, le trash talking, le spectacle, et ce qu'il est derrière en coulisses par rapport au sien. Et je pense que si on avait plus de Booba sur le terrain entrepreneurial, parce qu'on peut ne pas aimer l'aspect rappeur, grande gueule, qui crie, on peut ne pas être fan, ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est le fou du bus. Pour moi, c'est le bourré de la gare, il n'y a pas de problème. Mais là où on peut rendre hommage à Booba, c'est sur l'aspect entrepreneurial, se prendre en main, ne pas attendre que ça tombe du ciel, être entreprenant, créer de la valeur, en faire aussi pour les autres, leur donner la chance
les produire, prendre des risques, mettre de l'argent sur eux avec un risque quand même de perte qui est réel. Et il a eu des risques qui sont avérés avec des échecs sur certains artistes, mais avec des succès sur plein d'autres. Et je trouve que s'il y avait plus de femmes et d'hommes qui partageaient cet état d'esprit sur le volet entrepreneurial, la banlieue se porterait mieux, tu vois. Mais je fais vraiment la différence entre très important. le discours l'ego bien sûr. et le patron, l'entrepreneur. L'ego trip. Voilà. Sur ce point-là, pour moi, il y a deux dimensions. La première, c'est que ce que j'essaie de montrer, c'est que comment le foisonnement associatif a créé, qui est aussi, qui naît dans les banlieues rouges. On parlait de banlieues rouges parce qu'elles étaient vraiment Communistes à structurées l'époque. politiquement par les c'était communistes, parti etc. communiste. Tu vois. C'était majoritaire. Mais du coup, qui étaient aussi formées, les Bien sûr, associations. ouais. Il y avait vraiment un terreau, un fond idéologique et qui aussi faisait vivre et structurer cette solidarité et qui était regardée avec beaucoup de méfiance la dimension entrepreneuriale qui était l'incarnation du capitalisme. Oui, parce que c'est la Et du coup, perversion. pendant Il y avait une diabolisation. Exactement, diabolisation, effectivement. Et du coup, je me rappelle, il y a des années, 10-15 ans, j'intervenais pour une fondation et j'avais évoqué l'intérêt de former à l'éducation financière les habitants et ne pas être que dans la position où en fait on les aide, on les soutient. Parce qu'en réalité, ceux qui les aident et les soutiennent sont toujours les mêmes. Et il y a un mec qui a dit, je le dis dans le bouquin, il dit, je ne vais pas le citer, mais je ne le citais même pas dans le bouquin, il dit, les quartiers, il y a ceux qui y vivent et il y a ceux qui en vivent. Bien sûr. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que souvent, ceux qui en N'y vivent vivent pas. n'y vivent pas, mais indépendamment de ça, ils ne permettent pas à ceux qui y vivent de s'émanciper. Mais c'est normal parce qu'il y a toujours cette logique du poisson. Est-ce que tu es là pour donner des Voilà, poissons exactement. ou leur apprendre à pêcher? Voilà, tout à fait. Et il y a toujours eu ce côté propre à la gauche Ce que j'allais dire. de vouloir entretenir une dépendance de ces femmes et de ces hommes avec une logique de viens prendre ton poisson Bien sûr. parce que si demain je t'apprends à pêcher, potentiellement tu n'auras plus besoin de moi et moi, Il y a un gisement électoral à maintenir. Quoi. moi j'ai besoin de Faire toi. fructifier, Ah, le ouais. Donc paternalisme. il y a ce clientélisme Bien sûr, qui existe. bien sûr. Il y a cette volonté de s'appuyer sur ces populations pour maintenir son poste, pour se maintenir au pouvoir. Donc il y a aussi cette instrumentalisation qui, je trouve, n'est pas assez dénoncée par les femmes et les hommes qui sont dans ces quartiers-là, parce que bien souvent, ceux qui en bénéficient ne peuvent pas cracher dans la main qui les nourrit. Ah, il y a de ça, ouais. Il y a beaucoup de ça. Et aussi, C'est compliqué. La difficulté, à mon sens, c'est que tout à l'heure, je parlais de chamoiseaux et des imaginaires. La difficulté, c'est que il faut qu'on puisse produire de nouveaux imaginaires. Oui. Parce qu'en réalité, même lorsque on va se déployer sur le champ politique, etc., en réalité, on singe ces méthodologies, ces façons de voir et ces modes opératoires. Oui. Et l'enjeu, c'est comment... ça me fait penser brutalisme, Membe. Achille Mbembe, ouais. Parce qu'en réalité, il y a une désaliénation. Bien sûr. C'est-à-dire en réalité, aujourd'hui, quand bien même il y a des espaces d'émancipation, on porte aussi en nous les germes et les logiciels qui nous ont nourris et qui semblent être les voies de réussite. Et Il faut du se coup, rééduquer. C'est ça, exactement. Il faut se rééduquer. Et ça a un coût. En fait, ça a un coût parce que si tu décides clairement d'être en rupture avec cette mentalité SOS racisme, cette mentalité victimaire, cette mentalité d'assister dans laquelle on a plongé beaucoup des nôtres, tu peux aussi te mettre à dos ton clan. Ah, c'est un coup. C'est un coup. C'est un coût c'est un coût émotionnel très très important. Et social. Et social. Ouais, donc ça va aussi, ouais, effectivement. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas payer le prix. Ouais, tout à fait. Parce que tu vas te retrouver marginalisé. Ouais, exactement. Si tu viens et tu dis aux gars, bon, les gars, les subventions, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut travailler autrement, on peut développer un business model qui est une alternative, on peut faire des levées de fonds sur des partenaires privés, s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus viriliste, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus digne. Les mecs, ils vont te dire, tu te prends pour qui? Ah, calme-toi, tu as lu 2-3 bouquins, c'est bon, tu as parlé avec Ahmed. Ah, t'es bon avec ton pote Herman avec son chapeau. Tout de suite, il y a des moqueries. Tout de suite, il y a une tension. Et ça, c'est Schopenhauer qui l'a expliqué que toute idée subversive passe par 3 étapes. Elle est ridicule, dangereuse et après évidente. Tu vois, tu regardes à l'époque, l'abolition de l'esclavage, vous allez laisser les nègres. Non, c'est mort. C'est ridicule.
Après, ça devient vous allez laisser les nègres, Bien sûr. c'est dangereux. C'est dangereux, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est évident. Bien sûr. À part quelques fous du bus, personne ne voudrait qu'on réduise en esclavage les noirs aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Un mec qui dit ça, tout de suite, en bas de chez lui, ça sort la calache, on lui tranche la gorge. Alors qu'il y a 200 ans, on nous vendait. Exactement. Donc il y a toujours cette transition ridicule, dangereux, évident. Ça, c'est Schopenhauer qui nous l'explique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et quand tu viens en quartier avec une idée qui est en rupture avec l'habitude et les attentes quotidiennes de ces gens, tout de suite, ils vont trouver ça ridicule. Tu sais, ce que tu dis là, c'est. J'ai eu l'occasion, on m'a demandé d'intervenir un peu, de faire une sorte de discours inaugural. Il y avait une intervention sur l'enjeu du collectif. L'enjeu du collectif. Et comme en ce moment je suis baigné dans l'IA, etc., je voyais un parallèle d'ailleurs qui est évoqué un petit peu dans l'avant-dernier chapitre, je crois. Aujourd'hui, nous, on est produit ici, en Occident, en France, c'est vraiment le terreau. D'abord, c'est la pensée grecque. Et la pensée grecque, et au-delà de ça, après, c'est, on va dire, le christianisme qui ont forgé cette pensée, etc. Et ce qui est intéressant, ou plutôt, on ne peut pas douter à quel point on est imprégné de ces logiciels-là. Et la réflexion du bouquin… Est-ce que tu peux clarifier pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que tu entends par pensée grecque renforcée par le Le christianisme? cogito ergo sum. Exactement. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. C'est une pensée rationaliste, c'est une pensée logico-mathématique qui la relation cause à effet, c'est pensé comme la pensée. Alors qu'en réalité, il suffit que tu ailles en Extrême-Orient et tu vas voir que la pensée, par exemple la pensée chinoise par exemple, n'a rien à voir. Ça veut dire dans le sens où l'idée il n'y a pas un acteur qui va agir et agir et donc incarner une cause et produire la conséquence. Si on prend dans le terme de mythologie et d'imaginaire, tu vas voir tout un tas d'histoires et de représentations du monde où à chaque fois on fait émerger un héros. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de voir, j'avoue que… tu regardes moi, ce que tu viens d'évoquer là, je suis très attaché. La puissance de la rationalité. Bien sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit propre à l'Occident. L'Occident se l'a approprié. C'est pas ce que j'ai dit. Ah pardon, excuse-moi. L'Occident se l'a approprié, en effet. On parle de miracle grec, sauf qu'ils l'ont récupéré de l'Égypte antique. Et ça renvoie même plus largement à l'individu. Tout être humain a en lui cette rationalité. Bien sûr. L'Asie, en tout cas pour ce que j'en connais, la Chine, est très attachée aux textes et aux réflexions de Confucius, bien sûr, qui attachait beaucoup d'importance à la rationalité. Et au Tao avant. Voilà, et au Tao, mais de la rationalité à travers les textes, les écrits, bien sûr. Le mandarinat, le système architectural et hiérarchique qui fonde les institutions chinoises est fondé aussi sur le rapport à la rationalité. Et enfin, je m'arrêterai. Bon nombre d'étudiants chinois qui font aujourd'hui la grandeur retrouvée de la Chine ont étudié principalement à Harvard et dans toutes les universités justement occidentales qui entretiennent ce culte de la rationalité. Mais c'est ce qui fait leur force, justement. C'est très intéressant, c'est là où je veux en venir. C'est ce qui fait leur force parce que, si tu veux, leur vision du monde et leur terreau idéologique, donc l'imaginaire qui leur permet de projeter le réel, si tu veux, ils ont su le complémenter. Ouais, complémenter. Tu vois ce que je veux combiner, dire quoi. Et combiner. Ouais. Et donc leur force, justement, c'est d'associer ces visions du monde qui sont… le je suis avec le nous sommes. Avec le nous sommes, et aussi, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Confucius, c'est le Tao, c'est là où nous, en fait, on va, comment dire, on va idéaliser, on va mettre en avant l'action, la pensée chinoise, c'est le non-agir. Ok. C'est-à-dire, tu sais, il y a une phrase que j'aime bien, on dit, comment dire, on ne fait pas pousser plus vite les plantes en tirant sur les pousses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre des choses. Ok, de la patience alors, parce que le non-agir… Le non-agir, Okay. Le non-agir, ça veut dire en fait, il y a une idée là où on va si tu prends l'art de la guerre à la façon Clausewitz, c'est, si tu veux, celui qui agit, il est maître, il est acteur et c'est le grand planificateur. Mais en défense, c'est l'attaque, quoi. Exactement, mais ça veut dire aussi que la réussite, elle repose sur son acte et sa pensée, tu vois. Alors que sur la pensée de l'art de la guerre, Sun Tzu, si tu veux, là c'est tout l'inverse. Le général, en fait, qui remporte la guerre, en fait, on le loue pas parce qu'il l'a remporté.
En fait, on le loue parce qu'il l'a remporté avant de la conduire. Oui, on ne le voit pas venir, quoi. Exactement. Et il y a ce qu'on appelle, il y a une idée, il parle du potentiel de situation. D'accord. Et en fait, Ok, je son comprends boulot, c'est de surfer sur la vague. Et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs Tu vois géopolitiquement à la Chine, dans ses actions notamment à l'Afrique, Bien sûr. quand, sous couvert d'aide, elle prend possession de l'avenir de certains territoires en sachant que cette aide ne pourra pas être remboursée. Et dans les clauses des contrats, il y a un des ports en Afrique qui justement est tombé dans l'escarcelle chinoise. Eh bien, il récupère en douceur sans avoir besoin des armes. Ce que tu dis, c'est très important parce que justement, ça pose aussi la question d'un rapport au temps. Ouais, au temps. Et donc, la manière dont on agit sur le temps. Et je vais te donner un autre proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit « Le printemps, c'est quand la sève est dans les racines ». Et donc, ça veut dire, il y a vraiment cette idée du potentiel de situation et tu joues, tu es sur la durée longue, tu vois. Totalement. Tu vois, enfin bon, là on Non, s'écarte mais un peu, mais… Non, mais du tout. ça permet de mettre en perspective les différents modes de pensée Bien en sûr. fonction des régions du monde Ah oui. C'est et en ça. fonction des blocs. C'est exactement ça. Et le discours, c'est de dire, mais attends, nous venant de l'immigration, venant des milieux populaires, ayant été… Moi, j'aime bien dire, c'est un peu une punchline, mais je dis finalement, en ayant grandi dans les quartiers, j'ai grandi avec les Comoriens, les Maliens, les Westaf, les Camerounais, le Portugais, etc. Je dis, mais en vérité, à 15 ans, j'ai déjà fait 6-7 Erasmus, tu vois. Ouais. Et donc, c'est une punchline, mais ça veut dire aussi que mon imaginaire, Et très dès lors riche. que je le conscientise, Et très riche. exactement, Dès lors que tu le conscientises. tu vois, exactement. Dès lors que je le conscientise, je peux puiser dans autant de gisements de ressources, autant de viviers, à savoir, je suis un Africain, je suis un Français, je suis un Algérien, je suis un musulman, je connais le christianisme, je connais la pensée grecque. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je les visite et tout ça, si on refait le lien, le parallèle avec l'IA, en réalité, ça dit quelque chose de… La puissance de l'IA, c'est les datas. Oui. Et si maintenant on se connecte à la richesse de nos datas, bah finalement, on a quand même un avantage compétitif qui n'est pas des moindres. Mais totalement. Encore faut-il qu'on ait conscientisé cette richesse intérieure que nous avons de par nos interactions depuis gamin C'est ça. et qu'on n'ait pas un discours qui nous fasse prendre conscience que nous ne sommes rien. C'est ça. C'est ça le souci. Tout à fait. C'est que si toi tu viens, moi tu vois, un jour j'ai eu une discussion avec un juge D'accord. pour te dire à quel point c'était un peu tendu entre lui et moi. Et j'avais un client qui était sous commission rogatoire. Ok. Donc il fait son trafic de stupes, il est sous commission rogatoire, il est là, il fait ses allers-retours, il récupère son produit en Espagne, il remonte. Et moi j'ai tissé un lien avec lui, un lien de courtoisie. Je m'entends D'accord. bien avec lui. Et de temps en temps il m'appelle pour prendre de mes nouvelles, moi je l'appelle pour prendre de ses nouvelles aussi. Et je lui dis, à un moment donné, il faut sortir de la vie de rue. Je lui dis, il faut sortir de la vie de rue, ta vie elle compte, tu vaux mieux que ça, on se tutoie lui et moi. Tu vaux mieux que ça, arrête à chaque fois d'être dans la rue, des trucs de bicraveur, c'est éclaté. Entreprends. Bien sûr. Entreprends, crée de la valeur. À partir du moment où tu sais gérer un terrain et les risques qui vont avec le terrain, réapprovisionner le stupéfiant, tu peux gérer l'entreprise. Ouais. Parce qu'en termes de réflexion, c'est pareil. Donc sors de ton génie du mal pour faire du génie du bien. Sauf qu'il était sur écoute. Ok. Et du coup, moi, les conversations avec lui, elles ont été écoutées par les forces de l'ordre. Ok. Elles ont été retranscrites au juge. Ok. Et moi, un jour, on l'arrête, il me désigne comme avocat, j'interviens, et la juge me prend de teco en me disant bon, maître Tabula, je ne sais pas si je vais vous laisser dans le dossier. Je dis comment ça? Il me dit je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêt parce que manifestement, monsieur Untel, c'est aussi un ami à vous, vous échangez beaucoup, donc on a entendu des conversations à vous, où vous l'incitez à blanchir son argent. Je dis, mais madame la juge, vous plaisantez ou quoi? Ouais. Je lui dis pas de blanchir ton argent. Je lui dis de sortir de son rôle de voyou pour sûr. devenir un homme d'affaires. De Et je lui ai- transférer ses compétences. de transférer ses compétences. Et je lui ai dit, arrête d'être la caricature qu'on veut que tu sois. Bien sûr. Et je lui dis, mais madame la juge, moi c'est contraire à mes intérêts. Parce que moi je suis avocat. J'ai en plus intérêt à ce qu'il reste voyou, que ça je les facture, que ce qui sort de la voyoucratie. Bien sûr. Oui, mais bon, voilà, ces conseils-là, voilà, vous êtes un peu limite. Donc on se demande de quoi vous voulez, si vous n'êtes pas complice de ce qu'il fait. Ouais, parler des capitaux, quoi. S'il doit Les passer d'un capitaux, je statut dis, à mais l'autre. vous avez une vision qui n'est pas la bonne. Parce que vous le voyez uniquement en voyou. Ouais, oui. Bien sûr. Et vous n'êtes pas capable de le voir autrement qu'en voyou. Et moi, quand je lui parle avec amour. Ouais. Je lui dis, ta vie, elle compte, tu vaux mieux que ça.
tu vaux mieux que ça. Ce que vous ne le direz jamais. Jamais vous ne le direz ça face à vous, dans votre bureau. Vous ne serez pas capable de lui dire ça. Parce que vous avez besoin de lui pour que votre bureau il existe. Or, moi, je n'ai pas besoin de lui. Moi, j'ai des activités à côté. Donc, si demain, mon cabinet ne tourne pas, j'ai d'autres rentrées d'argent. Vous n'avez que ça, vous. Donc, vous avez besoin des voyous. Un peu comme ces hôpitaux qui ont besoin de gens malades. Bien sûr. Et qui, du coup, ont besoin d'une économie par rapport à la maladie. Et quand on vient questionner un peu les médecins, les médicaments, les lobbies pharmaceutiques, tout de suite on dit, vous êtes complotiste, tout de suite on dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'il y a des rentes, tout ça, derrière tout ça. Ah, la juge, il est perdu, mon frère. Il m'a dit, mais maître, vous vous égarez, vous allez dans tous les sens, là vous mélangez tout. Ah ouais, parce à la que botte en touche. Ok. donc, dès qu'on vient toucher la logique d'une rente, que ce soit au quartier, avec les subventions, les associations qui vivent pour certaines de la pleurnicherie, pour certaines de la victimisation, et qui entretiennent ce clientélisme qui existe, parce qu'à un moment donné, il y a un calcul électoral, il faut donner à ces gens-là, il faut donner aussi ici, comme ça on sait qu'ils vont voter pour nous, comme ça on sait qu'on va garder la mairie. Dès qu'on vient mettre à mal ces logiques un peu macabres, ce cynisme absolu, tout de suite on nous tombe dessus. Mais tu sais, moi dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est, en fait, en tout cas c'est une question que je me pose, c'est dans quelle mesure les uns ou les autres sont en capacité de voir la réalité que tu décris. Parce que tu as dit, bah, moi je le regarde avec amour. Je suis capable de voir autre chose que le voyou dans lequel elle a catégorisé. Exactement. Ouais. Et J'ai un peu un début de réponse, parce que j'ai été un peu dans la peau de ce dealer, à moindre échelle. Et j'ai eu à être confronté à un juge qui, lui, a vu mon basculement. Par la case prison, je passe mes examens en prison, je l'ai réussi. Donc de là, lui, il sait que je suis déjà engagé dans une autre trajectoire. Et on a eu un échange entre humains, presque un peu de père à fils. Il est beaucoup plus âgé que moi. Il voyait, lui, il posait un regard sociologique, statistique, puisqu'il a 20-30 ans d'expérience à son actif. Donc il en a vu du monde, plus ou moins. Donc il voit dans mon profil. Et là, clairement, il me dit, vous savez, monsieur Wanda, je vais vous dire une vérité. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage de la voyoucratie, on en sort très rarement. Parce que moi, je prenais le discours Renaissance, par la connaissance, par le verbe. Il me dit, c'est bien beau tout ça, sauf que vous, déjà, il y avait un background, bac S, donc vous êtes un peu égaré, mais vous ne partiez pas avec un terreau défavorable, comme ceux, souvent, que je retrouve devant mon bureau. Par contre, ceux que je retrouve devant mon bureau, c'est des multirécidivistes, et ils limitent, ce qu'il m'a dit, il ne m'a pas dit avec ces termes, ils ont ça en eux, et que quelque part, statistiquement, lui, il m'a posé juste un regard statistique. Les seuls qui parviennent réellement à s'arracher, parce que l'argent facile, il y a l'esprit entrepreneurial, mais aussi le côté facile. Les seuls qui parviennent vraiment à s'en arracher, ce sont ceux qui sont récupérés par qui? Par l'amour. Il me dit, c'est l'amour, c'est une femme qui leur ouvre les yeux, selon ce qu'il m'a dit après. Je ne sais pas, je suis pas là. Je ne crois pas, moi. C'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui casse leur porte à 6h du matin, il y a femme et enfant, ils sont mariés. Non, j'ai pas dit que tous les dealers sont célibataires. Oui. J'ai dit que selon ce que lui m'a dit, après tu es mieux placé que moi, je fais juste des témoignages. Bien sûr. C'est que ce qu'il m'a dit, et même du temps où j'étais au REB, j'ai un peu observé, statistiquement, ceux qui arrivent à vraiment sortir de cet engrenage, parce que c'est un engrenage. Moi, quand je suis sorti, j'étais certes à l'université, mais je peux vous assurer que les premiers mois, ça te gratte. Parce que quand l'argent est facile, là, c'est tous les jours. Ça rentre. Et moi, je répète, c'était à un petit niveau. Alors j'imagine le type, les go-fast, les cargaisons, il a un train de vie, il a tout un regard sur l'argent, il perd même la valeur de l'argent. Pour lui, 20 €, c'est 2 €. Comme le trader. Voilà. Donc quand il sort de prison et tu lui dis non, mais reviens au réel, 20 €, c'est 20 €, il faut se retrousser les manches, deviens entrepreneur, mais cravache. Au début, il va dire ok, pourquoi pas. Même d'ailleurs, Lino, il a consacré une chanson avec Niro et avec Fianso. Très intéressant justement le parcours du dealer, mais ils sont trois, ils incarnent les trois étapes. Et Lino, il incarne l'ancien qui sort de prison, qui est réinséré, mais qui se demande s'il ne va pas y retourner tellement c'est difficile. Et le juge me disait que, selon lui, l'amour constitue, de façon statistique, la voie de salut la plus prometteuse. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, j'y crois pas en l'amour. Ok. Moi, par contre, ce en quoi je crois, par rapport à mon expérience de ce que j'ai vu, c'est quand il y a deux facteurs. La religion. J'ai vu des gens rentrer dans le dîn
et accepter le destin que Dieu a prévu pour lui. C'est-à-dire le mec, il court plus après les richesses. Ouais. Il dit même si j'ai pas beaucoup pour acheter 10 paires de baskets, je remets 2 paires. Il y a une sorte de satisfaction de ce que Dieu m'a donné, c'est-à-dire je suis déjà en vie. Alhamdoulilah, je suis déjà en vie. La religion, moi je l'ai vu sincèrement. Ouais. Et j'ai vu aussi la substitution, c'est-à-dire le type, au début, il voit les rentrées d'argent avec le stupéfiant, il voit un mec qui fait aussi bien que lui, voire plus que lui, dans de la restauration avec plusieurs franchises, 5, 6, 7, 8. Proprement. Il dit, attends poteau, tu as le même chiffre d'affaires que moi, tu as le même bénéfice que moi, en vendant des burgers, en vendant du mafé. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Je l'ai vu. Parce qu'en fait, il va se dire, mais poteau, j'ai le même risque, dans le sens où je me suis en danger, je pars à l'étranger, je remonte du produit, il y a des rivaux qui veulent prendre mon terrain, il y a les keufs qui veulent m'arrêter. Toi, tu te lèves le matin, tu vas à Rungis, tu achètes tes fruits et légumes, tu ouvres ton restaurant 1, tu fais la même chose pour ton restaurant 2, 3, 4, 5, 6, tu fais travailler des gens, tu fais faire tes prières, tu es dans la religion, tu fais travailler des sœurs voilées, tu fais travailler des frères qui sont dans le dîn, et tu prends la baraka. Mais frérot, moi j'arrête. C'est bon, j'arrête. Ça, je l'ai vu. Et sans transfert de capitaux. Après ça, c'est un autre débat. Pour moi, il est lié, justement. Mais après c'est un autre débat. Comment il prend les capitaux? Est-ce que c'est des capitaux du stup ou pas? Ça, je sais pas. C'est un autre débat. Mais j'ai vu des gens arrêtés parce qu'ils ont trouvé un moyen légal de faire aussi bien, voire plus. Ça, j'ai vu. Ok. Et pour prolonger et à la fois revenir sur ce que vous évoquez tout l'un comme l'autre au niveau de l'entrepreneuriat au sein de nos cités, au sein de nos quartiers difficiles, et cette absence parfois de volonté politique qui se contente de maintenir dans une forme de passivité. On fait du remplissage. Tu as employé un terme tout à l'heure, tu as employé un autre terme mais qui renvoyait à cette idée de on remplit le présent plutôt que de construire l'avenir. Que pensez-vous de l'action menée par un Moussa Camara et les déterminés, qui lui s'inscrit, semble-t-il, dans cette dynamique de prise en main de son propre destin, on sort de la passivité, on sort de l'assistanat social, d'abord pour nous, pour notre dignité, et ensuite même pour faire bénéficier à l'ensemble de la société. Faut lui rendre hommage, frère, parce que c'est une belle initiative. Les déterminés, je pense que tout est dans le titre. Ouais, mais déjà, c'est même des le femmes titre. et des hommes déterminés, qui se prennent en main, qui travaillent sur des projets d'entrepreneuriat et qui surtout sont dans une dynamique permanente. Tout à fait. Il y a un travail de mise à niveau, un travail de partenariat recherché, un travail aussi d'excellence en termes de résultats. Bien sûr. Moi, je ne peux que m'incliner face à tout ça. Pour aller dans ton sens et pour bien connaître cet écosystème et ses acteurs, et Moussa, je le connais bien aussi également, moi je l'ai vu commencer. Et parmi ses premières formations, j'avais une boîte à la Courneuve au 4000 et il avait tenu certaines formations chez moi. Et je l'ai vu avancer, je l'ai vu faire des pompes dans le sens il a musclé son jeu. Et parce qu'à mesure qu'il a développé son association, il a dû se confronter à différentes difficultés financières, des jeux d'acteurs, se confronter aux politiques, etc. Et à chaque fois, il a pris la mesure de ces nouveaux défis, comme un entrepreneur en réalité. Un entrepreneur, il ne cesse d'être en formation. Ouais. Et donc, du coup, Biggie, more money, more problem. Et donc, plus ça se développe, et donc ta capacité à te transformer, à accompagner le changement, c'est une grande qualité. Donc, ça, franchement, il faut lui rendre. Autre chose, tu as dit une mise à niveau. C'est ce qu'il fait. Mais en plus, et vraiment, c'est là où j'applaudis vraiment son action, il n'a pas fait de mise à distance. Parce que les générations qui l'ont précédé, finalement, il y avait une manière de tourner le dos au quartier dès lors qu'elles avaient senti leur émancipation. C'est ce que je un disais peu tout à l'heure, comme lorsqu'on avance, on jette l'échelle derrière soi. C'est ça. Et quoi qu'on dise, parce que si tu veux, aujourd'hui, tu sais, quand tu réussis, tout le monde va parler de toi, que ce soit en bien ou en mal. Mais concrètement, en matière d'impact, et surtout, je pense, là où c'est le plus important, c'est en matière d'incarnation.
Parce que il a les marqueurs de la rue, il a les marqueurs de l'immigration, il a les marqueurs d'un mot qui m'enchante pas, mais de diversité. Et L'euphémisme. voilà, c'est ce que je veux dire. L'euphémisme. C'est un noir qui s'assume, qui est solide sur ses appuis et qui en même temps, voilà, moi je pense qu'il est dans cette identité apaisée. Bon, moi ce que je souhaite, j'en parle dans le bouquin, c'est qu'en réalité des Moussa Camara, il y en a plein. Bien sûr. Il y en a plein et ils donnent confiance à d'autres qui ont lancé des projets dans... En fait, je pense que c'est ça notre rôle, c'est d'ouvrir la porte. C'est d'ouvrir la porte et de montrer la voie, de déblayer le chemin. Et c'est ça qui rend cela possible. Quand je raconte cette histoire, je raconte comment les politiques publiques se sont intéressées à l'entrepreneuriat des quartiers. Et il y a eu différents moments, déjà dès les années 90, 92, je crois, il faut se dire, imaginez, Bernard Tapie, Oui, Bernard Tapie. un entrepreneur, une star, une rockstar, à la tête des quartiers, qui était ministre de la ville. De la ville, ouais. Mais ça envoie un signal fort. Et quoi qu'on en pense, en plus d'ailleurs c'était un entrepreneur pour un gouvernement de gauche. Sous Mitterrand. Déjà le Paradoxe. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais déjà on se commençait En tout cas, à se à poser des l'époque, questions ça se sur posait les espaces. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu tout un cheminement où les politiques publiques se sont saisies du sujet, mais en même temps, les quartiers se sont aussi saisis du sujet. Et il y a d'abord de la sensibilisation, de l'action. Je pense à Daniel Yerso, Outre-mer Network, et nous on parle des quartiers, mais Dieu sait qu'en Outre-mer, la situation est vraiment Très difficile. Beaucoup plus difficile que ce qu'on connaît ici. Bien sûr. Et vraiment, le travail qu'il fait, il est à Station F. Tous les ans, il lève des millions pour des entrepreneurs sans son travail, il n'y aurait pas cet effet levier. Et pareil, lui peut le connaître, mais moi je le connais, c'est un travailleur de l'ombre et un poids lourd. Des Majid Jaroudi, enfin il y en a plein qui ont fait ce travail-là, qui déblaient la voie, etc. Et donc, moi je pense qu'il faut, je ne sais pas si le terme c'est célébrer, mais en tout cas, faut encourager. Merci. Encourager. Tous ces acteurs-là, parce qu'ils contribuent, moi c'est humblement en écrivant un livre, je veux dire, à soigner nos imaginaires. Et nous redonner de la dignité et de la virilité. Waouh. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser Moussa Camara à Dakar, d'échanger avec lui. Et c'est ça que j'ai aimé chez lui. C'est-à-dire que bon, on se prend en main, il y a des difficultés, c'est validé par toutes les études sociologiques, c'est compris et acté par tout le monde. Et alors ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut améliorer telle ou telle chose ? Dans quel domaine on peut développer des activités, créer de l'emploi, créer de la valeur, se mettre dans de bonnes dispositions, se mettre dans les bons rails et être productif. Énorme. Moi, c'est ça qui m'a plu. Et moi, quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, je l'ai félicité pour son parcours. Je lui ai dit, continue comme ça, mon ref. Tu donnes de la force à beaucoup, tu es une source d'inspiration et il y a beaucoup de respect, tu vois. Et tant mieux s'il y en a encore plein d'autres. Des profils comme lui, parce que plus on en a, mieux c'est. C'est ça. Et je rajoute un trait qui caractérise, pour l'avoir rencontré également, c'est le sens de l'écoute. C'est pas si commun que ça. Mais tu n'arrives pas là à ce niveau si tu n'es pas capable d'écouter. Oui, non, mais là, en fait, je recommande pour les prochaines générations de cultiver ce sens de l'écoute. Ouais, bien sûr. On n'en parle pas suffisamment. On est dans l'action, on encourage, dans la lecture, le sens de l'écoute. Tu sais, les entrepreneurs, ils sont tiraillés. Ils ne sont pas tiraillés, il y a une tension entre un ego solide qui doit être accroché et en même temps, il ne doit pas être hermétique. Et ceux qui vont loin, c'est justement ceux qui vont être... Qui font preuve de souplesse. Exactement. Parce que quand dans ton ouvrage, avant l'épilogue, tu évoques l'importance de s'entourer des meilleurs. Tout à fait. S'entourer des meilleurs, donc par conséquent, c'est aussi les détecter. C'est au-delà des résultats factuels. De ne pas être effrayé. Pas être effrayé. C'est très important. Parce que tu peux les détecter. Non, les détecter et être effrayé, c'est vrai. On a des anecdotes là-dessus. Arrête, un gars. Bref, et j'insiste vraiment sur le sens de l'écoute, dans la mesure où, comme tu l'as dit, pour peu que tu commences à monter en puissance, tu te sens pousser des ailes, une cour commence à s'organiser autour de toi. Il y a un phénomène de cour. Oui, il y a un phénomène de cour qui se met autour de toi, au point où tu estimes ne plus avoir rien à recevoir de quiconque. Alors tu peux encore, à la limite, écouter ceux qui sont en haut, de façon automatique. Par contre, quand je dis le sens de l'écoute, c'est que tu peux être encore attentif, même celui qui est, entre guillemets, en bas, il peut, à travers une remarque, une critique, même un commentaire,
te permet d'affiner ta trajectoire, te permet d'améliorer ta communication. Donc là-dessus, Moussa, je tiens à lui rendre hommage de manière très vive, étant donné qu'il cultive, entre autres choses, c'est pas son seul talent bien évidemment, le sens de l'écoute. Si je peux me permettre, c'est très important ce que tu viens d'évoquer. Il faut, dans cette logique d'écoute, il faut totalement s'extraire de ces logiques en haut, en bas. Ouais, quelqu'un qui est plus avancé et celui qui est moins avancé. Parce qu'en réalité, la force de l'écoute, c'est cette capacité d'écouter tout le monde. Et même de repérer les signaux faibles, là on les entend le moins. Parce qu'en fait, ton rôle, c'est que tu vas les amplifier. Pourquoi je dis ça? Parce que, en réalité, tu peux écouter tout le monde, mais ce qui est important, c'est de toujours entendre d'où ça parle. Parce qu'en fait, si tu vas mettre en perspective ce signal. Ouais, d'où parles-tu, camarade, exactement. Comme dit souvent Mbeko. Mais moi, je suis moins optimiste que vous, les frères. Dans quel sens? Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs Bien sûr. qui n'ont pas forcément le sens de l'écoute et qui ont réussi à faire beaucoup d'argent et qui ont réussi à s'en sortir. Parce que justement, ils ont développé un entre-soi, ils ont développé un soutien de personnes qui avaient réussi avec eux. Mais quand tu parles avec eux, toute personne qui n'est pas entrepreneur, ils ne peuvent pas échanger avec. Ok. Oui, mais attends, tu vas voir où je veux en venir. Tu vois, il y a un ego qui fait que t'es écrivain, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ah, t'es à la BPI, moi je parle avec toi. Ouais, j'ai compris. Ouais. Parce que je sais que tu vas me ramener de l'argent. Lui, sa culture, je m'en fous. Ouais. Lui, il fait pas d'oseille. Il fait quoi son chiffre d'affaires, lui? Ouais. C'est un peu comme certains j'ai rappeurs. compris, C'est quoi ton stream par mois? C'est ça. Tu streames pas? Ça m'intéresse pas. Ah, j'ai une belle voix, j'ai une belle plume. Eh poteau, moi je fais 1 million de streams par mois. Toi, t'as pas sorti d'album. Ok, t'as une belle voix, t'as une belle plume, mais t'es personne. Bien sûr. Donc je vais pas te mettre sur mon album. Et moi j'ai vu, à la fois chez des artistes Bien sûr. et à la fois chez des entrepreneurs, un véritable mépris de fou. Bien sûr. Alors que, on pourrait se dire, comme l'a dit Herman, t'es dans l'écoute, ce chanteur qui vient de demander un featuring, bah ok, il n'a pas sorti de projet, ok, il n'est pas connu, mais il est peut-être fort. Bien sûr. Ah non. Ok, c'est qu'un écrivain, ok, c'est pas un milliardaire, mais peut-être qu'il a des conseils à te donner sur ta diction, sur ta voix, ta manière de parler, sur le nombre de vocabulaire qui est très restreint. Écoute-le. Et il y a parfois le succès méprisant. Bien sûr. Moi, je vois beaucoup de femmes et d'hommes dans la musique, dans la culture, dans l'entrepreneuriat qui ont un succès méprisant. Bien sûr. Mais là, on touche à la nature humaine, en réalité. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne parle pas d'autre chose que la nature humaine. Mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même il se coupe de tout un tas de ressources, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, en fait, on se coupe de ressources. Mais la vérité, c'est que lorsque ta capacité à produire des business qui sont successful, c'est ta capacité à écouter. Parce qu'en réalité, il faut au moins que tu écoutes ton client. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas nécessairement, parce que tu écoutes l'environnement. Parce que tu as as des activités qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent parce que justement tu es en monopole. D'accord. Et tu es dans des situations où ça s'est automatisé. Ok, d'accord, je comprends. Ouais. Et du coup, par exemple, si tu vends des formations sur le digital, bien sûr. Ta formation, ton public il se renouvelle, donc le public ne connaît pas. Tu vois, par exemple, tu prends un mec comme Alex Hitchen, j'ai pas le sentiment que c'est un mec qui écoute. Ah, bien sûr, pourtant, le mec est plâtré. Ouais. Parce qu'il a mis en place son système de vente de formation. Il vend ça à ses prépubères qui ne connaissent pas grand-chose, qui viennent, qui vont consommer son produit. Moi, j'ai des petits incous à moi qui sont fans de lui. C'est des gens qui ont entre 20 ans et 23 ans. C'est ça. Je t'avoue que moi, au contraire, justement, je trouve qu'il incarne plus que quiconque le sens de l'écoute. Il fait des lives en permanence. Il reçoit des... T'as vu comme il a parlé au... Attends, je termine mon propos. Il fait des lives, ce qui signifie qu'il est toujours justement au contact du réel. Il sent la demande et après il s'engouffre. Il sent la demande et lui, après il délivre une offre. T'as vu comment ça s'est passé avec le parlementaire? Oui. T'as l'impression que t'es un mec qui écoute. Alors là, moi je suis loin d'être et masculiniste et l'avocat de Alex Hitchens, mais pour le coup, sa confrontation, je trouve qu'elle lui a plutôt permis de sortir grandi qu'à l'inverse. C'est autre chose. Mais si, tu dis la manière dont il a interagi. Non, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que la manière dont il a interagi, c'est le parlementaire qui a botté en touche. Lui, il a répondu. Le parlementaire lui pose une question sur un passage. Comment il a coupé?
c'est le parlementaire qui a coupé. Moi, je me souviens par cœur, j'ai décortiqué plus ou moins cette scène. Alexis Tchens, il répond à une question. Oui, vous avez dit une femme à 22h, elle ne doit plus sortir. Bon, lui, il a expliqué, il a dit, vous savez, c'est le format TikTok. Maintenant, si on replace dans le contexte, c'était plus de 10 minutes. J'expliquais que la responsabilité première, c'était l'État, d'assurer la sécurité des dames. Hélas, on est dans un pays où il y a des risques. Et à ce titre, eh bien, à chaque citoyen de prendre ses responsabilités. Donc, je conseillais aux femmes de sortir à partir d'une certaine heure, soit accompagnées d'un garçon, soit éventuellement d'une copine, mais sûrement pas toute seule. Et il a recontextualisé, etc. Et là, boum, le parlementaire le coupe. Ah oui, et vous dites, une femme, si elle a tel body count, si elle est sur les réseaux, c'est une pute. Il passe du coq à l'âne sans transition. Et là, Alex, il lui dit, mais attendez, c'est quoi le sujet? Enfin, là, vous changez de sujet. Et c'est comme ça qu'après, il a dit, non, mais laissez-moi parler. Il lui a coupé le micro. Se voyant couper le micro, il a dit, bon, on me coupe le micro. Après, là où je suis peut-être pas d'accord avec sa réaction, il aurait pu rester, on lui coupe le micro, il reste, et réagir. Mais il a quand même... Non, mais on parle de sens de l'écoute. Je répète, je suis pas son de l'avocat, mais je pense que, justement, son activité, s'il a un certain succès, en tout cas de ce qu'il présente, c'est qu'il a énormément le sens de l'écoute, au point où, si les activistes féministes veulent le faire taire, c'est parce qu'elles savent qu'il est à l'écoute, et il est maintenant écouté d'une certaine jeunesse dans une misère sociale et sexuelle, qui voit en lui celui qui écoute leurs attentes et auquel il y répond à travers un certain nombre de formations. Mais au-delà du sens de l'écoute Alexis Tchens, même à l'opposé d'une certaine façon, Elon Musk, il est connu pour avoir un sens de l'écoute extraordinaire. C'est-à-dire que le type, il descend lui-même dans l'arène, il va écouter tous les maillons dans la chaîne de production, Tesla notamment, il analyse tout, il écoute. Et après, lui-même, il résout les problèmes. Donc, moi, je pense que le sens de l'écoute, même s'il peut y avoir des exceptions, mais globalement, c'est l'un des ingrédients de la réussite. Mais pour revenir, parce qu'on arrive vers la conclusion, sur une question, je pense qu'on t'a posée, si on ne te la pose pas, je pense qu'elle viendra, tu évoques la francophonie économique. Bien sûr. Bon. Nous, ici, c'est des sujets qui ne nous laissent pas insensibles. Et en effet, il y a toujours ce soupçon de cheval de Troie du néocolonialisme ou pas. Sûr. Voilà. Comment, toi, tu y réponds à celles et ceux qui se demanderaient « Oui, mais attends, Ahmed, t'es bien gentil, mais est-ce que, sans le savoir, tu n'es pas l'instrument d'un cheval de Troie économique quand tu fais la promotion de cette francophonie avec ce qu'on sait de la francophonie, c'est qu'à la fin, il y a le pouvoir politique qui, plus ou moins, oriente les choix sur le continent. » Alors, c'est une très bonne question. Moi, déjà, la première chose, avant de parler de francophonie, je vais parler de ma relation et de la relation de ces entrepreneurs à la France. C'est, je pense, qui est extrêmement important. Quand on a commencé cette réflexion, j'ai évoqué que finalement, c'est dans une logique de construction personnelle, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais français. Et je crois qu'en réalité, beaucoup ne savent pas où ils en sont, c'est-à-dire ils se posent la question de leur part de francité et leur part de, là pour le coup on parle d'africanité, leur part d'africanité. Et la question, c'est que souvent on a grandi dans une forme d'injonction à choisir, donc à renoncer. Moi ma réflexion elle est très simple. Autant il serait un déni et peut-être même une folie de s'amputer de nos ressources, notre part d'africanité, autant il serait un déni de s'amputer et de ne pas considérer notre part de francité. Et donc, du coup, pour moi, il était important de rappeler des choses très simples, à savoir, finalement, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'identité culturelle pensée comme quelque chose d'hermétique et finalement détriqué, c'est un non-sens, et à mon sens, ces 50 ans d'histoire que je raconte, c'est 50 ans de reconfiguration de l'identité. Je m'explique, peu à peu, face à le fait que la promesse de l'intégration nous renvoie toujours à autre chose. Il faut rappeler, j'ai parlé de la marche des beurs, et leur slogan c'était « On veut être des Français à part entière et pas des Français à part ». Et donc, boucler la boucle là-dessus, ça a beaucoup de sens. Parce qu'en réalité, c'est dire comment on est passé de l'identité culturelle à la logique de ressources culturelles. Et dire aujourd'hui, toutes ces ressources, tous ces gisements, là on va parler de la France, mais aussi de l'Afrique, et je parle aussi du monde anglo-saxon, parce que je parle de l'hip-hop, etc., etc.
tout ça font notre richesse. Et ce que je dis, le bouquin il conclut par une notion très très importante. Je dis je suis un Français augmenté. Français augmenté, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que j'ai grandi avec le Club Dorothée, j'ai grandi dans l'école de la République, j'ai grandi avec Molière, avec Aimé Césaire, avec Fanon, avec Prévert. Et j'ai même traversé la France en courant, figure-toi. De Paris à Marseille, 818 km en 11 jours, 2 marathons par jour. Donc, on a face à nous un surhomme. Et donc, tout ça pour dire que je serais fou de ne pas me reconnaître français. Mais j'expliquais tout à l'heure que ça a mis du temps à m'approprier cela. Mais en même temps, je serais fou aussi de ne pas reconnaître mon africanité et toutes les autres gisements de ressources qui me constituent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je dis, l'histoire de ce bouquin, ça racontait comment, au cœur des quartiers de France, des entrepreneurs, finalement, non seulement ont émergé, et se sont déployés de par le monde, et spécifiquement dans la francophonie, parce qu'on va les rencontrer dans le bouquin, et ils expliquent comment le français leur ouvre des espaces. Je vais parler de Soufiane Renucci, Chicken Street, qui est une enseigne qui va se déployer partout en France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à Dakar, à Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça intéressant de montrer que finalement, les quartiers qui sont vus souvent comme des territoires à part, isolés, en réalité, c'est eux qui déploient la France, et plus que la France, la francophonie, grâce à la langue, c'est le véhicule de la culture, partout dans le monde. C'est la phrase qui dit « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». Exactement. En fait, le fond de ma question, je vais la clarifier. Je l'ai compris. Hein. C'est que parfois, sur le continent, certains acteurs locaux taxent les expats qui reviennent, ou en tout cas qui investissent de leur argent dans une entreprise, d'instruments d'une forme de néocolonialisme, de se comporter comme des colons. Exactement. Ouais. Donc c'était ça dont... je vais y venir de manière extrêmement concrète, parce que c'est mais je ne veux pas tout teaser du bouquin, mais la conclusion, il y a l'épilogue. J'allais te poser la question de louer l'agneau. Qui parle de ça, en fait, finalement. Et pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, et le logiciel qu'on porte, il doit s'enrichir d'autres logiciels. Parce que lorsqu'on va se déployer ailleurs, finalement, on va déployer, pour reprendre l'expression qu'on disait tout à l'heure, on va se déployer avec, je dirais, ce comportement de prédation. Et donc ou pas. Mais pour ça, il faut prendre conscience et enrichir, développer et interroger nos pratiques. Exactement. Mais j'ai presque envie de te dire, le nombre d'entrepreneurs qui vont se développer en Afrique en conquérant, qui vont sauver l'Afrique, parce qu'ils se vivent et ils se sentent comme Africains, mais en réalité ils se rendent compte que finalement vivre l'Afrique un mois par an, et peut-être pas tous les ans, c'est pas connaître l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une arrogance, une suffisance. Exactement. Et il y a une condescendance tout à l'heure, cette mise à distance que j'évoquais tout à l'heure. Et ceux qui y parviennent, c'est ceux qui vont faire preuve de l'humilité. Et tu as parlé d'amour, j'aime beaucoup, dans l'idée de la rencontre de l'autre. Totalement. Je te donne un exemple concret. On a reçu un frère il n'y a pas longtemps, que je ne citerai pas, qui invitait un autre frère présent, entrepreneur, lui, dans son pays d'origine. D'accord. Et il lui précise, mais viens, tes services, je te mets en contact avec des personnes du gouvernement, etc. Tu vas pouvoir facturer 7 fois plus. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai tout à fait compris. Voilà, donc finalement, voir l'Afrique, pas simplement comme un terrain, comme on peut le voir partout ailleurs, d'entrepreneuriat, mais plus vraiment comme une vache à lait qu'on purge. Le comportement de prédation dont je parle. Voilà. Mais tu sais, d'où l'idée de réinterroger notre imaginaire, nos mythologies. Moi, je ne suis pas dans un jugement presque moral. Je suis en train de dire, voilà, quelle part je peux avoir pour interroger, questionner. Tout à l'heure, on parlait de réussite. Mais en fait, il y en a plein qui réussissent. Mais la vraie question, c'est comment nous, on peut contribuer à donner du sens et à interroger cette réussite. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et donc,
moi, je pense qu'il est important de donner déjà des profils d'entrepreneurs qui incarnent ça, qui ont préféré la solidarité. Il y a, comme Link, que je cite, ce chapitre-là, je présente ce que j'appelle les diasporas entrepreneuriales. Et je montre comment tout un tas de diasporas s'organisent et de 3 manières. La première, ici en France, à faire connaissance, développer la fierté, développer finalement des logiques de faire ensemble. D'autres qui développent le bridge, qui font le pont avec l'Afrique, et d'autres qui vont entreprendre là-bas. Et d'autres, certains n'ont pas l'étoffe, n'ont pas la volonté, ni les capacités, les compétences, le désir d'entreprendre, mais investissent là-bas. Ils vont être dans de l'investissement productif. Et donc l'enjeu, je présente tout un tas de profils de diaspora qui s'organisent pour rendre ça possible. Toutes celles-là, elles s'appuient sur cette notion de francophonie économique. Et au-delà, parce qu'en réalité, l'Afrique, on a des lusophones, des anglophones. Mais pour moi, il est important en tant que Français, en tant on est irrigué par cette langue, par cette culture, de voir comment, en fait, nous, et c'est là, en fait, c'est aussi un pied de nez, comment nous, ou parfois on nous retire cette possibilité, cette légitimité, de dire, en fait, nous, on élargit cela. Et il me semble, en fait, c'est ce que j'aimerais, c'est peut-être un vœu pieux, ou quelque chose d'utopique, mais que nous, on peut contribuer à réinventer la façon dont on rencontre, il s'agit de rencontre le continent. Pourquoi je dis la façon dont on rencontre? Parce que toute rencontre, selon moi, s'appuie d'abord sur un a priori de connaissance. C'est-à-dire, moi je vais te rencontrer, mais quand je te rencontre, il y a tout un tas de marqueurs qui fait que j'ai une idée de ce que je vais rencontrer. Maintenant, moi ce que j'essaie de faire, c'est de réinterroger le logiciel et le regard qu'on porte sur ces marqueurs. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Se rééduquer. Tout à fait. Et si on ne fait pas ce travail-là, en fait, tous ces entrepreneurs qui aujourd'hui sont en train de le faire, leur rencontre, elle sera teintée de tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, de prédation, de condescendance, de supériorité, d'arrogance, etc., etc. Et non pas d'une volonté de contribuer, de bâtir pour eux, pour les locaux et pour surtout les prochaines générations. On arrive, hélas, à la fin de cet échange très riche. Vraiment, 1000 fois merci d'avoir répondu présent. En guise de conclusion, que pourrais-tu adresser comme message à la jeunesse, s'il te plaît? Parler à la jeunesse, la difficulté est succédée de la facilité. Donc, ayez confiance en vous et allez rencontrer ceux qui savent. Je pense qu'il est important, je l'ai dit en introduction, que le fruit tombe jamais loin de l'arbre et l'arbre est rattaché à ses racines. Il faut s'intéresser à l'histoire et ça vous aidera et donnera les ailes pour vous projeter. Très bien, merci. Comoda. Je dois faire du cash boy. Très bel ouvrage, tant sur le fond que sur la forme, dans un style direct, un style un peu rap, mais pas rap non plus, parce qu'il y a quand même des formules. C'est un mélange de poésie, c'est un mélange de parler français, comme on dit chez nous, ça va vite, ça va tout droit, ça se lit bien, c'est du concret, c'est nos vies, c'est la narration de 40-50 ans en banlieue, ça parle de racisme, ça parle d'entrepreneuriat, des difficultés pour entreprendre, des associations, on aborde différentes thématiques, ça parle du hip-hop, du peura, vous allez vous régaler. J'ai vraiment passé un très bon moment à lire ce bouquin et je vous le recommande vivement. Et merci encore Ahmed merci d'exister frérot, merci de ce que tu fais, merci aussi à ton équipe qui ont travaillé dessus, toutes les personnes, les femmes et les hommes qu'on ne voit pas mais qui t'ont aidé, merci à vous d'exister et on espère qu'on aura l'occasion de te revoir sur notre plateau. Yes. Et qu'on aura l'occasion J'ai monté la maison d'édition avec Sefiu. Avec Sefiu. Et il faut remercier Sefiu, Salim, Tariq, Ami. Sefiu, il y en a tout un tas Salim, d'autres. Tariq, Ami, on vous remercie. Merci à vous et continuez comme ça. Continuez comme ça et on en veut d'autres. Yes. Oui, on en veut d'autres, c'est seulement que l'on puisse dire. Qu'est-ce que je peux rajouter à mon niveau?
Je dois faire du cash. Moi, ce que je retiens principalement, c'est le mot d'ordre. Je dois faire. Faire, l'action. Le devoir au service de l'action. Dans bien des cas, quand on est issu des milieux défavorisés, comme c'est notre cas, on est emprisonné mentalement par cette fatalité où la perspective d'agir pour nous-mêmes ne nous est pas présentée. Ou, Meko l'a dit tout à l'heure, on nous tend un poisson et à aucun moment on nous incite à aller apprendre à pêcher. Eh bien, le frère ici présent, Ahmed, d'autres également, mais lui en l'occurrence, de façon prégnante, par sa vie, parce qu'il agit, il agit avec son corps, c'est un sportif, c'est même, je l'ai dit tout à l'heure, un surhomme, 2 marathons par jour, par son esprit ouvert, à rebours du pessimisme qui a gagné un certain nombre d'entre nous, qui ont jeté l'éponge de l'idéal républicain, qui est un idéal humaniste, eh bien, s'inscrit dans cette promotion de la volonté, cette promotion de l'action. Alors au service de l'argent, c'est pour la punch, mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus que ça. C'est au service du questionnement personnel, c'est au service de la solidarité, c'est au service d'un élan humaniste. Et ça, c'est très important par les temps qui courent de le rappeler. Ce n'est qu'une ouverture, le reste, je vous laisse le découvrir. C'est un nectar, tant pour les yeux que pour l'esprit. Je dois faire du cash, boy. Voilà, la librairie africaine, comme toujours, pas de prétention au monopole de la vérité. L'exigence du débat contradictoire, bienveillant, mais pas conciliant, dans une optique toujours d'élévation. Le faire aiguise le faire. De la discussion jaillit la lumière, vous le savez. Dans quel but? Pour que vous nous donniez des lauriers? Bon, un peu, on a un petit ego, on ne va pas se mentir. Mais surtout, pour allumer en vous votre ego, mais pas simplement l'ego corporel, faire des tractions, des pompes, l'ego intellectuel, l'ego cultuel, l'ego de la transmission. Et pour l'atteindre, la lecture, c'est le meilleur des chemins, le chemin le plus sûr. En un mot, lisons ou mourons. Mourons dans l'ignorance, mourons dans la passivité, mourons dans la victimisation, mourons. Non, lisez pour vous délivrer. Les livres délivrent. Comment ne pas remercier notre partenaire, Présence africaine, qui compagnonne avec nous et qui sait vous accueillir à bras ouverts en vous délivrant, en mettant à votre disposition des pépites, des nectars. Et pour peu que vous précisiez que vous veniez de notre part, moyennant le code promo Librairie africaine, vous serez noblement reçu, encore plus noblement servi. Et enfin, merci à vous. Eh oui, merci à vous pour vos likes, pour vos partages et avant tout pour vos remarques critiques constructives qui s'inscrivent dans une logique d'amélioration. Ce n'est pas notre métier d'être devant la caméra. On a des spécialités respectives. Devant vous, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, mais on attend toujours d'aller encore un peu plus loin. C'est notre carburant. La route est encore longue. Dieu merci, elle est là devant nous. Elle est présente et l'horizon est dégagé. À très bientôt. Franchement, si on réussit,